et je suis très heureux d'être en direct sur CSTV, en direct de Bamako, ici au Mali. Présentez-vous. C'est Egunti Beyanza. Je suis président fondateur de la Ligue de défense noire africaine, une organisation internationale panafricaine qui lutte pour l'émancipation de l'Afrique, mais aussi de la diaspora, et qui vient en aide et qui défend les Noirs dans la diaspora qui sont victimes de ce que nous appelons la négrophobie, ou ce que vous pouvez dire le racisme anti-noir. Et je suis aussi porte-parole et membre fondateur de la confrérie des frères panafricains. Qu'est-ce qui vous a motivé à mener cette lutte? Vous savez, dans la vie, je dis toujours qu'il faut oser. Je suis un autodidacte. J'ai tout appris tout seul, en me formant. Parce que moi, je vis en France. Arrivé un moment, je voyais tellement d'injustice vis-à-vis des personnes noires, des mamans africaines. Je me souviens, ce qui m'a poussé à embrasser cette lutte, c'est l'humiliation et une agression faite à des mamans africaines de nationalité malienne en France, tout simplement parce qu'elles étaient sans logement et ce qu'ils appellent les sans-papiers. Et un jour, je me suis dit, mais bon sang, comment je peux vivre dans ce pays? Je vois tous les jours des Noirs qui se font maltraiter parce que noirs. Il y a des célébrités, des personnalités noires qui sont connues, qui peuvent juste dire un mot et les choses vont changer, mais ne le font pas. Alors, comment moi je peux apporter ma pierre à l'édifice? Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans la lutte. Quelle perception vous avez de votre personne? Contrairement à ce que les gens pensent, je suis un pur produit de l'Afrique. Je suis né en Afrique, grandi en Afrique. Avant d'aller en Europe, j'ai toujours été un garçon rebelle parce que j'ai eu une éducation militaire. Parce que voilà, mes parents sont des militaires. Donc j'ai toujours eu cette discipline qui faisait que dans ma vie, je me l'appliquais. J'étais autodiscipliné, j'avais une rigueur. Donc cela n'a pas été très difficile pour moi de me lancer et de décider à apporter un changement de paradigme idéologique. Quel a été le déclic? Je suis à l'origine du scandale de H&M qui a secoué le monde entier suite à la publication d'une publicité où on voit un enfant noir avec un pull écrit « I manqué » dessus. D'habitude, ça vient toujours des États-Unis, l'indignation, mais pour une fois, c'est parti de la France. Et après, on a comment dire, pris contact avec nos amis de l'IFF en Afrique du Sud qui ont aussi lancé une mobilisation contre H&M et c'est comme ça que ça a démarré. Vous ne craignez pas pour votre vie? La mort fait partie de la lutte révolutionnaire. Comme je dis, je suis un mort vivant. Quand on est un mort vivant, on ne peut pas avoir peur. Certes, vous savez, je dis aussi que la peur fait partie des émotions de l'être humain. Si je vous dis non, que je n'ai pas peur du tout, non, c'est mentir. Mais ce n'est pas une peur qui me freine ou une peur qui fera que je vais m'arrêter de faire ce que j'ai à faire. Pourquoi le franc CFA fait partie de votre combat? La lutte contre le franc CFA fait partie de cette liste de combats que nous menons. Parce que la souveraineté de l'Afrique, des pays africains, passe aussi par une souveraineté monétaire, économique et financière. Et depuis que je suis né, il y a cette monnaie qui est le franc CFA que nos parents ont utilisé, que nous-mêmes nous utilisons. Et on découvre un peu le mécanisme qui se cache derrière, que c'est une monnaie nazie pratiquée, imposée par un pays qui pratique une politique nazione, qui est la France, qui est un État terroriste, esclavagiste, colonialiste et négrier. Alors, pour dénoncer
le mécanisme, pour dénoncer le processus de cette monnaie, j'ai eu l'idée de me rendre, au début, c'était au Trésor public. Parce que le Trésor public est garant, excusez-moi, de cette monnaie. Et donc, j'ai été au Trésor public en demandant de payer mes amendes. Parce qu'on a mené une lutte pour la restitution du patrimoine culturel africain. Et on a été condamné et je devais payer des amendes. Et donc, je me suis dit, pour payer cette amende-là, je peux aller le payer en francs CFA, étant donné que le Trésor public est responsable et garant du franc CFA. Alors, ils ont refusé. Ils m'ont dit d'aller voir la Banque de France. Alors, pour démontrer la deuxième partie aux Africains, j'ai décidé de me rendre à la Banque de France, qui est cette fois-ci propriétaire, garante et qui gère cette monnaie. Mais comme vous avez pu voir sur la vidéo, arrivée, la dame m'a dit que la Banque de France n'accepte pas, pire encore, ne reconnaît pas le franc CFA, pourtant fabriqué, géré, distribué, garanti. Mais elle dit que non, on ne peut pas vous échanger cette monnaie. Et pire encore, elle reconnaît que le franc CFA est un crime contre l'humanité, que les présidents africains sont au courant, que la convertibilité n'est pas garantie. Ils disent à longueur de journée sur les médias que la France, la Banque de France garantit cette monnaie. Selon vous, pourquoi nos médias sont un relais des médias français? Selon moi, il y a plusieurs facteurs. Le premier, je pense qu'il y a aussi ce problème de complexe qui existe encore chez certains Africains. Quand l'information arrive de RFI, France 24 ou TV5, pour les Africains, ça veut dire que c'est vrai, c'est sûr, et on ne doute pas. Mais quand l'information vient, par exemple, de médias africains, exemple, on est au Mali, ici à Bamako, tu prends un média bamakois, les Maliens vont peut-être douter, parce que c'est des Noirs qui gèrent ce média. Donc, ce qui vient des Noirs, attention, il faut des fois faire attention. Mais tout ce qui vient de l'Occident, des Blancs, moi je les appelle les hommes roses, il faut croire. Parce que ce complexe anime certains. Deuxième facteur, je pense que c'est aussi un problème de moyens. Les médias africains n'ont pas assez de moyens. Il suffit de voir déjà qu'on n'est même pas en mode numérique. En Occident, les images sont limite en 4K, 5K ou 7K. En Afrique, on a encore des images limite, on dirait que c'est filmé par des Samsung D500 des années 2005. Et aussi, il manque de formation des personnels. Pourtant, vous savez, quand les Noirs en africain sont formés, ils deviennent 2 fois plus meilleurs. Donc, troisième facteur, il y a aussi comment dire, le manque de souveraineté dans le traitement des informations en Afrique. Étant donné que nous sommes des anciennes colonies de la France, il faut faire attention à ce qu'on dit et surtout, la France nous impose sa vision, ses informations et ses services. Ça veut dire que demain, le Togo ne peut pas envoyer des journalistes directement en Ukraine pour aller filmer des informations, étant donné que la télévision togolaise est gérée par des entreprises françaises. Expressement parce que la France a besoin de vendre ces informations aux Africains. Que ces informations passent par la France. Exemple, on a parlé du Togo, je vous raconte une histoire très bête. La télévision togolaise, il y a eu une panne à la télévision togolaise. La pièce de rechange coûtait à peu près 80 millions s'il faut l'échanger. Quand la télévision togolaise a demandé à la marque, à l'entreprise française de pouvoir faire les réparations, la France a dit « Ok, on vous envoie un technicien, mais attention, ça va vous coûter 300 millions, alors que la même pièce, pour l'échanger, tout, ça coûte 80 millions. » Les techniciens togolais se sont dit « Mais cette somme-là, c'est un peu énorme. » Alors, ils décident par hasard d'aller en Chine. La Chine où la marque française fabrique ses appareils, ses pièces détachées. Les techniciens découvrent que la Chine, les Chinois leur disent « On peut vous faire le tout pour 80 millions. » Alors, ils commandent la pièce et rentrent au Togo. L'ambassadeur de France
au Togo appelle le ministre de la Finance, parce que c'est le ministère de la Finance qui décaisse l'argent, et menace directement le ministre de la Finance en lui disant c'est la première et la dernière fois vous passez directement des commandes à des entreprises chinoises sans passer par la France et avoir l'autorisation de la France. L'ambassadeur a fait annuler la commande et a imposé un technicien avec la marque, l'entreprise française à la télévision togolaise. Donc c'est pour expliquer aux gens que les pays africains ne sont pas libres à tous les niveaux et pire encore au Togo pour avoir accès à l'information, pour avoir accès à la télévision nationale, même regarder l'équipe nationale du pays qui joue au foot, il faut avoir le décodeur de Canal+. C'est une obligation. L'information en Afrique est privatisée, gérée par des entreprises françaises. Vous pouvez voir des fois, vous savez, il y a beaucoup de médias avec des noms africains. Mais si vous fouillez, vous verrez que derrière, ce sont des Français qui sont derrière ces pages avec des noms afro, etc. Il y a même des députés français qui ont des médias africains parce que ça leur permet de toucher des subventions en Afrique. Donc c'est tout un business aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous à Bamako? Je suis à Bamako pour deux raisons. La première, pour réaffirmer mon soutien à mes camarades de lutte, à mes camarades de la Révolution que j'ai pu rencontrer en 2020, avec qui nous avons tous pris part à cette lutte, à cette révolution, à ce changement qui existe aujourd'hui au Mali, notamment mon camarade et frère de lutte, le président de la NIDEM, nouvelle initiative du développement de l'employabilité au Mali, et aussi réaffirmer mon soutien aux autorités maliennes, au président Assimi, au Premier ministre Choguel, au ministre de la Défense et tous ceux qui sont au gouvernement, qui font un travail dans le sens que le peuple souhaite voir. Que pensez-vous personnellement du bilan de votre lutte? Quand je fais mon bilan personnel et le bilan avec notre organisation, oui, je dis que cela a porté ses fruits. Je peux vous donner quelques exemples. Nous avons démarré la lutte pour la restitution directe du patrimoine africain pillé, volé, spolié pendant la colonisation. Grâce à notre lutte, la France a accéléré la restitution de ce patrimoine pillé. Par exemple, au Bénin, les trésors royaux du royaume du roi Béhanzin ont été restitués. On parle seulement de la France. Le musée du Quai Branly regorge 96 000 pièces du patrimoine africain pillé, spolié, en tuant. Donc, il y a eu cette restitution. Nous avons aussi déposé plainte en Belgique contre le roi belge, le roi Philippe, et contre les autorités, en demandant la restitution du patrimoine pillé au Congo et le reste de Patrice Lumumba. On a vu que ça a été aussi accéléré. Ils ont rendu ce qu'ils appellent une dent de Patrice Lumumba à sa famille dans des conditions que, bon, on dénonce parce que c'était plus un peu un coup marketing politique, parce que le roi belge est parti au Congo, a été accueilli encore avec les éloges. Pour nous, c'est une insulte. Et on a fait la même chose aussi en Allemagne. L'Allemagne aussi a accéléré la restitution d'une partie du patrimoine aux Africains. Et sur le plan de la lutte contre la négrophobie, nous avons gagné plusieurs procès. On a fait avancer la façon de percevoir. Comme vous êtes en train de faire, beaucoup de médias ont peur parce que vous savez, l'État français, moi je suis suivi par les renseignements, c'est-à-dire fiche S. Et donc pour l'État français me qualifie de suprémaciste noir, d'extrémiste, et selon eux, nous sommes des radicaux. Et en plus d'être des terroristes idéologiques. Quels sont les rapports que vous avez avec les autorités du Mali? Les rapports que nous avons avec les autorités du Mali, c'est un bon rapport. Nous discutons avec eux, nous faisons des propositions, ils prennent ce qui est bon. Ce qui ne les intéresse pas, ils ne le prennent pas. Notamment là récemment, nous sommes en train de travailler sur la proposition d'une fédération Mali-Burkina. Le Premier ministre du Burkina Faso, lors de sa visite, a repris quasiment mot par mot nos déclarations lors de notre conférence. Pourquoi la France affirme que vous êtes financé par le Kremlin?
Oh, vous savez, le chien aboie, la caravane passe. Chez nous, on dit, non mais les Waïbé quoi, à Waïna a dit. Si quelqu'un fait semblant de mourir, fait semblant de l'enterrer. On accuse, quand on veut tuer un chien, son chien, on l'accuse de rage. Les autorités, l'État français nous accuse d'être payés par le Kremlin. Mais je suis désolé, on n'a pas commencé cette lutte-là avec la Russie. Et si les gens ne sont pas au courant, moi j'ai pu voir qu'en 97, la France accusait déjà son allié, voire son maître, puisque la France est maintenant une colonie américaine, une zone commerciale touristique pour les États-Unis. La France n'est plus la France. Donc elle accusait déjà les États-Unis de financer et de récupérer son influence sur le continent africain. Alors pour la France, accuser les panafricanistes comme nous d'être financés par le Kremlin, c'est une façon de masquer sa défaite, son humiliation, mais surtout sur le plan idéologique, de dire que non, en fait, les Africains ne sont pas capables de nous humilier, de nous battre, parce que c'est les Africains. Donc forcément, c'est parce qu'il y a la Russie. Comme si nous, on n'a pas de cerveau, c'est encore ce mépris, cette négrophobie qui les anime idéologiquement, qui démontre cela, mais surtout aussi faire accepter à leur propre population, les citoyens français, que non, la France n'est pas en train de perdre en Afrique. Comment votre organisation subvient-elle à ses besoins? Notre organisation s'autofinance. Par exemple, pour venir au Mali, j'ai dû faire appel aux personnes qui sont dans notre organisation, les frères, les sœurs qui sont autour de moi, et chacun a cotisé pour que je puisse acheter mon billet et venir au Mali. C'est ça qui fait aussi que j'ai cette force-là. J'aurais bien aimé être subventionné par les autorités maliennes pour notre organisation. Parce que nous sommes une organisation. Écoutez, je profite même de votre caméra pour dire aux autorités maliennes, si ça les intéresse de nous financer, Poutine à Kremlin, si vous souhaitez, vous avez de l'argent et que vous souhaitez nous financer, moi, nous sommes preneurs, puisque les Africains ne veulent pas financer leur propre lutte. Que pensez-vous de la révolution au Mali, au Burkina et en Guinée? Pour ce qui concerne le Mali et le Burkina, nous sommes d'accord, nous soutenons. Et rappelez-vous, pour le cas du Burkina, j'étais un des premiers à avoir alerté Roch Kaboré 3 mois avant que le coup d'État n'arrive pour lui dire il y a un coup d'État en préparation, un coup d'État imminent organisé par la France pour vous retirer parce que vous êtes maintenant un mauvais élève, un populaire pour eux. Et quand Damiba a pris le pouvoir, j'étais encore un des premiers à dire aux Africains attention, nous avons reçu des informations, Damiba a été placé par la France, il y a eu des morts, voilà comment le coup d'État s'est passé. Je me suis fait insulter, lyncher par les Africains. Bon, moi j'adore, ce n'est pas un problème, l'Africain est comme ça. Mais le temps m'a donné raison. Aujourd'hui, le camarade Ibrahim Traoré s'inscrit dans la ligne idéologique, politique, que nous les panafricanistes, nous réclamons, nous exigeons de nos dirigeants. Donc, nous sommes là, nous sommes derrière, on est d'accord, nous soutenons cela parce que c'est une révolution. Parce que quand c'est la France qui fait le coup d'État, elle parle de démocratie. Mais quand c'est le peuple qui prend le pouvoir et demande à ses dirigeants, voilà ce que nous souhaitons, ils disent non, c'est un coup d'État, c'est antidémocratique. Et vous savez, en France, De Gaulle a régné sur la France pendant presque 10 ans sans être élu démocratiquement. Mais ça n'a pas dérangé les Occidentaux ni la France, parce qu'ils défendaient l'intérêt de la France. Et jusque-là, c'est un modèle. D'ailleurs, c'est le seul héros. Vous savez, nous, on s'est attaqué à Charles de Gaulle. On a eu des plaintes des enfants de Charles de Gaulle. J'ai été convoqué au commissariat parce que j'avais dit que Charles de Gaulle est un criminel de guerre. En tant que moi, le regard africain, c'est un criminel de guerre, un fugitif et un trouillard. Les fils, les descendants de Gaulle ont déposé plainte contre nous et on a été convoqués. Vous voyez, c'est pour vous dire que le gaullisme en France, c'est la religion. Vous retirez le gaullisme à la France et ils sont perdus. Même Marine Le Pen, qui est de l'extrême droite, dit qu'elle est gaulliste. Vous voyez, c'est la seule chose qui permet à la politique française de s'unir, au peuple de s'unir. Donc, c'est ça aussi. Donc,
Si on revient sur votre question, les autorités maliennes et burkinabés travaillent pour le peuple. Donc nous sommes derrière eux, nous sommes leurs boucliers. Tant qu'ils ne trahiront pas la révolution, le peuple, ils auront de notre soutien. Et indéfectible, sans condition. Parce que pour le cas de la Guinée, c'est encore flou. Nous avons des informations, et ces informations, pour le moment, nous font croire que c'est flou. Le colonel Doumbia en Guinée ne se positionne pas encore vraiment, même s'il travaille avec les autorités maliennes, mais burkinabés. Mais nous ne sommes pas là non plus pour le dézinguer. Voyez. Mais pour moi, je ne peux pas apporter mon soutien à l'heure d'aujourd'hui au colonel en Guinée parce que c'est flou et il y a des zones d'ombre parce que je ne veux pas prendre de risques. Le retrait des forces françaises du Burkina, est-ce le même scénario que le Mali? La méthode que nous avons utilisée au Mali, pour le Burkina, je vous le dis, on a décidé avec la société civile, avec tous ceux qui conseillent les autorités, d'utiliser une autre stratégie, de tester une autre stratégie. Puisque au Mali, on a été frontal, on a gagné. Au Burkina, ils nous attendaient sûrement sur la même stratégie, la même sortie. Ils avaient, selon les informations que nous avons, ils s'étaient déjà préparés à ce qu'au Burkina, on arrive comme on l'a fait au Mali, en disant l'ambassadeur, on va le chasser directement. Parce que Luc Alad, moi j'ai fait mon combat personnel. Luc Alad que je surnomme El Diablo, alias El Diablo, parce que c'est un mercenaire diplomatique. Ce n'est pas n'importe qui, Luc Alad. Luc Alad, son parcours est là, ses faits de guerre sont là. Il suffit de fouiller pour savoir qui est ce monsieur. Donc, au Burkina, ça a été plus subtil. Les autorités ont dit, on demande à l'État de remplacer l'ambassadeur. C'est un langage diplomatique. Ça veut dire tout simplement qu'on ne veut plus de votre ambassade. Et cela a fonctionné puisque l'ambassadeur a été rappelé par Paris. Parce que Paris, au départ, a envoyé la ministre pour aller essayer d'amadouer un peu le camarade Ibrahim Traoré, mais ça n'a pas fonctionné. Parce que la société civile est mobilisée, les panafricanistes sont mobilisés, Luc Alad est parti, a été rappelé. Et là, on a dit maintenant, vous voyez, contrairement au Mali où il y a eu des mois donnés pour exiger le retrait de l'armée d'occupation française, au Burkina, on a dit 1 mois pour que l'armée d'occupation française, les troupes d'occupation, quittent les terres au Burkina. Quand vous regardez, au Mali, ça a pris plusieurs mois pour le retrait. L'ambassadeur a été expulsé immédiatement. Mais au Burkina, pour le retrait des troupes, c'est 1 mois et l'ambassadeur a été rappelé. Donc finalement, ça revient pareil. Pourquoi la Côte d'Ivoire a accepté d'accueillir les troupes françaises? La Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce que comme je dis, le batracien politique qui dirige la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a peur de grimper les murs en Côte d'Ivoire. Donc pour se sécuriser, pour se rassurer, il met les moyens à sa disposition. Accueillir les troupes d'occupation chassées du Burkina lui permet de gagner des points auprès de son maître qui est Macron, parce que Ouattara est un gardien de camps de concentration, parce que comme je dis, ces pays sont des camps de concentration dirigés par des gardiens. Donc, il fait plaisir au maître en tant que commandeur de plantation. S'il vous plaît, maître, non mais vos troupes, ramenez-les chez moi. Parce que la France est dans un processus de recolonisation militaire du continent africain, mais notamment avec ce qui s'est passé au Mali, vaut mieux occuper des pays hostiles, instrumentaliser des pays hostiles pour encercler le Mali, et c'est ce qui se passe, le Niger, le Tchad, instrumentalisé par la France. Si la France retourne ses troupes en France, mais comment elle va faire pour occuper l'Afrique ? Puisque nous assistons à une réoccupation militaire. Souvenez-vous, pour venir esclavagiser l'Afrique, c'était quoi les justificatifs? Nous allons civiliser des sauvages, des sauvageons qui ne sont pas civilisés. Là maintenant, pour recoloniser l'Afrique, c'est quoi le narratif, la propagande officielle de la France? Nous allons là-bas pour les aider à lutter contre le djihadisme. Non, ils ne disent même pas le terrorisme. Le djihadisme, l'islamisme et ensuite en troisième position, le terrorisme. Et c'est là où je dis, comment la France peut être la solution
puisque c'est la France qui est le problème? Comment la France peut lutter contre le terrorisme, puisque c'est la France qui pratique le management de la terreur dans les pays africains? C'est la France qui dirige ces bandits, ces criminels, ces groupes armés qui exécutent, qui tuent les populations africaines pour le compte de l'Élysée en provoquant la terreur. Parce que, souvenez-vous, pour maintenir un peuple, pour contrôler un peuple, il y a plusieurs façons. La terreur. Et donc, c'est la terreur qui se passe aujourd'hui. Et John Adam disait, pour prendre un pays, il y a deux solutions. Soit on le prend par l'économie, on prend son économie, ou par l'épée. C'est ce que font les Américains et la plupart des pays. Soit on arrive, on prend l'économie du pays en privatisant. Si ça ne fonctionne pas comme au Venezuela, on envoie l'armée pour venir attaquer, pour bombarder, comme ils ont fait en Irak et dans d'autres pays. C'est ce que nous subissons aujourd'hui. Et c'est contre ça que nous sommes en train de se battre. Et nous disons aux Africains, les Africains doivent comprendre qu'aujourd'hui, la lutte, ce n'est pas seulement au niveau des frontières africaines. C'est au-delà. Nous sommes en train de nous battre contre une politique de globalisation, de mondialisation qui ne profite pas aux Africains, contre un capitalisme à outrance qui dépossède aujourd'hui les richesses du peuple africain au profit des Occidentaux. Contre le World Forum économique de Klaus Schwab qui dirige nos dirigeants qui sont dirigés. C'est contre cela que nous sommes en train de nous battre. Et ça, la jeunesse africaine doit le comprendre. Quel rapport entretenez-vous avec les autres panafricains, Kémy Séba, Nathalie Yamb, Franklin Nyamzi? Ce n'est pas parce que des fois, les panafricanistes ne s'affichent pas publiquement sur des photos ou sur des vidéos qu'en privé, ne travaillent pas ensemble ou ne communiquent pas. Moi, j'envoie mes salutations fraternelles à tous les panafricanistes qui luttent pour l'émancipation du continent africain, de la diaspora et autres. Et à ceux qui, malheureusement, ne sont pas connus. Parce que vous savez, vous avez cité nos noms. Mais il y a des panafricanistes, des combattants qui font plus que nous, hein, mais que personnes qui ne sont pas connues. Donc, ce n'est pas aujourd'hui un problème qu'on ne veut pas fédérer. C'est juste, je pense que pour le moment, l'occasion n'est pas encore arrivée. Parce que moi, je dis, l'unité, oui. Mais l'union ne veut pas dire l'uniformité. Vous comprenez? Alors, le jour que l'occasion se présentera, peut-être que nous allons fédérer. Nous sommes en contact. Il y en a avec qui on discute. Il y en a avec qui on n'est pas en contact. Hein. Ça, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai aucun problème avec personne. Sauf avec les gens qui ont un problème avec moi. Votre dernier mot? Juste pour les Africains du Togo, préparez-vous. Parce que le prochain soulèvement contre la France impérialiste, contre le néocolonialisme, se fera au Togo. Et comme nous disons, nous invitons la jeunesse togolaise à se préparer idéologiquement. Nous invitons le peuple togolais à se préparer. Et je dis toujours ceci, armons-nous idéologiquement. La révolution est en marche. Combattez et criez liberté. Il n'existe pas de libérateur. Il n'existe pas un leader qui viendra vous libérer. Vous êtes vos propres libérateurs. Nous sommes tous des leaders, parce que c'est le peuple qui est leader. Et c'est ensemble que tout est possible. Alors, peuple du Togo, nous allons le faire ensemble et je vous dis à très bientôt.